Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Lucien Cerise. Lucien Cerise est l'auteur de divers ouvrages, notamment Neuropirate, publié aux éditions Contre-Culture, Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, aux éditions Culture et Racines, et enfin Gouverné par le chaos, aux éditions Max Milo. Donc c'est de cet ouvrage dont nous allons parler justement maintenant. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Lucien Cerise parce que il faut quand même l'avouer, il a prédit à bien des égards ce qui allait se passer avec la guerre en Ukraine, et ses réflexions sur l'ingénierie sociale et le gouvernement par le chaos sont vraiment remarquables. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors on va discuter justement maintenant de votre essai, Gouverné par le chaos. Alors tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'ingénierie sociale et quel est son but ? Alors, en fait, il y a deux couches historiques successives, deux couches conceptuelles qui ont façonné l'ingénierie sociale. Il y a d'abord le courant utopiste du 19e siècle, qui en fait lui-même prend ses sources, prend ses racines historiques dans la pensée utopiste en général, dont la première grande œuvre est La République de Platon, et qui se pose la question de l'organisation rationnelle de la société pour, en quelque sorte, essayer de brider l'expression de l'irrationnel dans la société, ce que les moralistes appelaient les passions, ou ce que les psychologues vont appeler l'inconscient à partir du 19e siècle. Donc ça, c'est un projet qui traverse toute la tradition philosophique et intellectuelle occidentale, qu'on peut appeler le rationalisme, ou tout simplement la philosophie. Voilà, c'est le projet d'organiser les choses de manière rationnelle. C'est le cogito cartésien, c'est-à-dire la conscience claire à elle-même, les idées claires et distinctes, comme écrivait Descartes. C'est un projet noble, mais qui peut dériver dans un totalitarisme. C'est-à-dire que, comme on dit, les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. On peut arriver à un totalitarisme utopiste par en quelque sorte excès de zèle, c'est-à-dire quand on veut aller jusqu'au bout de cette forme d'organisation rationnelle de la société, on arrive sur le scientisme, sur le positivisme et l'organisation scientifique de la société. Les termes, ces éléments de langage sont assumés totalement au XIXe siècle, avec Auguste Comte, Saint-Simon, etc. Donc, et puis toute la tendance qu'il lance, qui aboutit en fait à cette expression d'ingénieur de la société qui apparaît sous la plume donc d'un ingénieur des mines, Frédéric Leplay, un Français, qui lui-même s'appuie sur aussi le concept de physique sociale, qui lui apparaît sous la plume d'un Belge, Adolphe Quetelet, qui appartient à la première moitié du 19e siècle, alors que Leplay est plutôt fin 19e. Et donc, Frédéric Leplay, qui vient de l'ingénierie, là en l'occurrence des objets inanimés, se pose la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer une ingénierie des sujets animés ? Donc là, on voit le mode de pensée cybernétique qui essaye de faire la liaison entre les objets inanimés et les sujets animés, c'est-à-dire les sujets vivants, et qui essaye de les traiter tous de la même manière, comme s'il y avait des règles communes de l'organisation de la matière. Frédéric Leplay, lui, venait justement de la pensée, d'une pensée de l'ingénierie de la matière, et donc il s'est posé la question d'essayer de réfléchir en fait à une organisation scientifique de la matière vivante, et pas simplement de la matière inanimée. Donc là, vous avez le point de départ du mode de pensée cybernétique qu'on retrouvera totalement déployé au XXe siècle, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans la continuité de Norbert Wiener, le vrai fondateur de la cybernétique, de ce mode de pensée qui abolit les différences entre le vivant et le non-vivant. Les deux genres, les deux règnes, étant traités de la même manière. C'est-à-dire, nous sommes tous des systèmes d'information. C'est-à-dire que mon réfrigérateur est un système d'information. Je suis un système d'information. La seule différence, c'est la température.
Donc il n'y a plus que des différences, qu'il n'y a plus que des différences quantifiables, mais il n'y a plus de différences qualitatives. Alors ça c'est ce qui va effrayer Heidegger, Martin Heidegger, et qui formule le concept de Gestell en allemand. Vous êtes germanophone, j'imagine aussi. Donc vous comprenez, on va peut-être expliquer d'où ça vient. Ça vient de Stellen en allemand, qui signifie, on pourrait dire, Stellen, c'est quoi? C'est disposer. Si on traduit, c'est un peu, on peut pas faire de traduction vraiment mot à mot parfois. Enfin, ça c'est toujours la question de la traduction qui est traduire ou trahir. Mais bon, en fait c'est une espèce de participe passé déformé du verbe stellen. Donc c'est en fait c'est le ge, là ça évoque le participe passé, mais le problème c'est qu'il n'y a pas la terminaison du participe passé. Donc c'est une invention conceptuelle de Heidegger qui signifie qui en gros, c'est-à-dire c'est le processus de disposition consciente, c'est important, de disposition consciente du monde, c'est-à-dire le processus d'organisation consciente du monde. Tout est là, c'est-à-dire si vous voulez, la pensée utopiste a une sorte d'hypertrophie de la pensée consciente. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses se faire naturellement, en quelque sorte. C'est ce qui conduit Yuval Harari, par exemple, à dire nous allons mettre fin à la sélection naturelle et nous allons créer une nouvelle forme de vie non biologique en laboratoire. Et il parle d'intelligent design, c'est-à-dire de conception consciente du vivant, alors que le vivant apparaît de manière non consciente. Justement, la sélection naturelle, c'est un processus sélectif non conscient qui en fait se contente, je dirais, d'être en quelque sorte c'est le terme que l'on peut donner au principe de l'ergonomie, si vous voulez. Si un être vivant est adapté à son environnement, il va tout simplement vivre et se reproduire et faire des petits qui lui ressembleront, qui seront toujours eux aussi adaptés. Un être vivant qui n'est pas adapté à son environnement, soit il disparaît prématurément, mais en tout cas, il aura moins de propension à se reproduire et à faire exister sa forme, à faire exister ses capacités, son idiosyncrasie physiologique. Et donc, les formes vivantes non adaptées à leur environnement, c'est tout, disparaissent au fil du temps. Ce qui est logique, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'en fait, la sélection naturelle retient ce qui marche. Et puis c'est tout. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, si un processus sélectif qui retiendrait ce qui ne marche pas, en fait, c'est en dépit du bon sens, et surtout, c'est voué à l'effondrement et au dysfonctionnement. Bon, le problème, c'est qu'on en est là maintenant. Et pour faire passer, donc tout le monde sent que ce que certains appellent, ce que Klaus Schwab appelle la grande réinitialisation, mais avant lui Christine Lagarde. D'ailleurs, le concept de réinitialisation de l'être humain, en fait, je l'avais glissé au détour d'une page dans la première édition de Gouverner par le chaos en 2010, que j'avais écrite en 2009. Je n'ai pas la prétention de dire que Christine Lagarde ou le Forum économique mondial avaient lu mon livre et qu'ils ont récupéré le concept. Je dis simplement, en fait, en gros, il y a des idées qui en fait arrivent à maturité, voilà, et elles arrivent en fait dans la tête des gens qui ne se connaissent pas. Il y a un esprit du temps, un zeitgeist, et voilà. Quand j'envisageais quand je conceptualisais la réinitialisation de l'humain en m'inspirant uniquement de la cybernétique, en fait l'idée germait aussi dans la tête du Forum économique mondial et du FMI avec Christine Lagarde. Oui, ce que je voulais dire avec la grande réinitialisation, c'est que c'est un peu le projet hegelien aussi, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons maintenant organiser l'histoire, le monde, de manière consciente. Il y a un seuil de bascule, c'est là aussi, Hegel qui est en fait un rationaliste intelligent, c'est-à-dire qu'il reconnaît que en fait, l'histoire est le produit d'une dialectique entre l'irrationnel et le rationnel. Et donc, mais à la fin, à un moment, tout l'irrationnel, en quelque sorte, enfin tout l'inconscient, tout l'en-soi, a été versé dans la conscience, c'est-à-dire dans le pour soi. Donc c'est un phénomène de conscience réflexive
qui en fait s'auto-analyse, enfin s'auto-traverse. Et c'est en fait la fin de l'histoire, c'est quand l'esprit universel a accompli son mouvement réflexif et qu'il est devenu entièrement conscient de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inconscient. Donc c'est un peu en fait la réalisation de Dieu sur terre, hein, parce que bon, dans la théologie monothéiste, Dieu c'est un être entièrement conscient de lui-même. Par définition, s'il n'est pas entièrement conscient de lui-même, il n'est pas parfait. Je reviens là sur les bases de la scolastique médiévale, enfin tous ces débats ont agité la philosophie médiévale, essentiellement, enfin la théologie chrétienne et combinée à l'aristotélisme, c'était des débats classiques en fait. Hein. Si Dieu n'est pas entièrement conscient de lui-même, il n'est pas parfait, donc etc. Avec tous les débats là sur l'Anselme de Canterbury, les preuves ontologiques de l'existence de Dieu, tous ces trucs-là. En fait, en gros, là, c'est toujours ce même projet d'en finir avec l'inconscient, et qui anime ce positivisme occidental qui s'exprime dans la technoscience aujourd'hui, et qui vise à en finir avec la nature, parce que la nature, c'est l'inconscient. C'est-à-dire que la nature s'oppose à la culture. La culture, c'est le règne de la conscience. C'est le règne de la conscience entièrement consciente d'elle-même. Enfin, c'est le but. En fait, bon, quand on parle de qu'est-ce que la civilisation, tout de suite, on a des images. En gros, c'est le paradis, quoi. En fait, c'est la paix. C'est le pacifisme, la civilisation, normalement. Et le pacifisme, c'est la gestion rationnelle des pulsions d'agressivité. Donc, il y a toujours cette toile de fond. C'est comment allons-nous gérer la bête en nous, comment allons-nous gérer les pulsions, les instincts, les émotions de manière rationnelle. Ça, c'est le grand débat, c'est le grand projet, c'est le sens de l'histoire en Occident, mais qui aboutit à un délire utopiste, c'est-à-dire un rationalisme définitif qui finalement veut en finir avec la nature, c'est-à-dire avec l'irrationnel, avec les pulsions, etc. Veut en finir avec le corps. Voilà. Donc, ce projet est porté par des gens qui peuvent facilement oublier leur corps parce qu'ils ne travaillent plus de leur corps, avec leur corps. C'est toute cette caste mondialiste qui travaille essentiellement sur écran. C'est l'univers de la tertiarisation. Les cabinets de consultants, le grand capital, qui gère le monde depuis un mur d'écran à Genève ou à Bruxelles, enfin bon, ou à Wall Street. Mais en fait, on comprend humainement, psychologiquement, comment Yuval Harari, Klaus Schwab en arrivent à leur conclusion, c'est-à-dire la fin du corps, la fin de la matière, et le basculement de l'existence dans des flux numériques informatiques, pour l'essentiel, et parce que tout simplement, ils oublient tout simplement le réel. Le réel, c'est-à-dire, enfin, chez Lacan, le réel, c'est quand on se cogne, donc c'est ce qui ne se contrôle pas. C'est ce qui est toujours à l'extérieur, justement, de mon fantasme de contrôle total par la pensée consciente. Donc, ce projet qu'on appelle la grande réinitialisation pue la mort. Enfin, je veux dire, pardonnez-moi l'expression, mais c'est morbide. On a tous vécu cette morbidité pendant le confinement ou les reconfinements, etc. Enfin, pendant 2 ans, on a senti physiquement ce que c'était que ce projet transhumaniste, d'en finir avec le corps. C'est-à-dire l'enfermement, on ne sort plus de chez soi. On était tous tertiarisés là pendant 2 mois, pendant le confinement de mars-avril 2020. Tout le monde était sur son écran, etc. C'est-à-dire qu'on nous a fait vivre, avec un peu d'avance, l'utopie transhumaniste, le sans contact. C'est Michel Houellebecq qui avait bien anticipé ça dans La possibilité d'une île, où il met en scène une fiction romanesque avec des clones qui vivent tellement loin les uns des autres que leurs seuls contacts sont par écran interposé.
Voilà, donc il ne se voit plus, il se voit pas d'ailleurs, enfin en règle générale, c'est pas prévu de toute façon. Puis ils en ont pas besoin en fait, puisque pour vivre, ils n'ont besoin que de lumière et d'eau, hein, puisque ce sont des êtres un peu végétatifs. C'est ça l'avenir, hein, fondamentalement, qu'on nous promet, hein, les hommes soja, etc. Le véganisme, en fait, c'est ce que William Gibson aussi appelait la viande, hein, dans ses romans cyberpunk, hein, où il met en scène le cyberespace. Bon, aujourd'hui, ça a été renommé métavers comment dire, Zuckerberg. Facebook. Enfin oui, enfin Zuckerberg. Mais en fait, bon, c'est juste, c'est le cyberespace, point, c'est tout. C'est ce que Gibson avait imaginé. Et le problème dans le cyberespace, hein, et dans cette utopie informatique entièrement numérique, numérisée, entièrement consciente, bah, c'est la viande. C'est-à-dire, c'est les êtres de chair. C'est nous, quoi. C'est les êtres vivants, en réalité. Donc, c'est le vrai problème, hein, pour la pensée utopiste, c'est le vivant. Donc, automatiquement, le vivant se sent agressé quand on lui parle de tout ça. Et pour ça, il faut trouver des subterfuges, hein, des stratagèmes, pour fabriquer le consentement du vivant au non-vivant. Hein. On va nous faire rentrer. Le but, c'est de nous encadrer, de nous faire rentrer dans un monde qui n'est pas fait pour nous, hein, qui est fait, comment dire ça, qui est fait par du non-vivant ou par du pseudo-vivant. Bon, ça, c'est un concept que j'introduis, qui m'a été inspiré par Jean Baudrillard, hein, qui est un de mes maîtres à penser, hein, qui disait, en fait, en réalité, on ne va pas du vivant vers l'apocalypse ou le génocide du vivant. Non, c'est pire. En fait, la véritable apocalypse, c'est pas la fin du vivant. Non, c'est ou la fin du réel. C'est faire comme si le réel et le vivant continuaient. Hein, donc, on est dans une simulation. On est dans un simulacre de continuation, alors que tout est déjà terminé. Hein, c'est comme un zombie, par exemple. Un zombie, en fait, le zombie, c'est comment définir le zombie? Bah, en fait, il est déjà mort, hein, mais il bouge encore. C'est ça la définition du zombie. Donc le zombie, en fait, c'est du pseudo-vivant parce qu'il bouge comme un être vivant alors qu'il est déjà mort. Donc on est dans un processus de zombification généralisée de la planète, hein, avec par exemple les OGM, hein, qui sont les organismes génétiquement modifiés, sont des légumes zombies. Hein, des légumes zombifiés, qui sont déjà morts, puisqu'ils sont stériles pour la plupart, mais bon, malgré tout, ils poussent. Hein, donc, en quelque sorte, ils bougent à la manière d'un légume, quoi. Donc, ils croissent. Donc, en fait, bon, ce projet-là, le projet de la grande réinitialisation, c'est de nous faire entrer, de fabriquer notre consentement au pseudo-vivant. Hein, à fabriquer le consentement du vivant, à se laisser remplacer, hein, par du pseudo-vivant. C'est le grand remplacement, le super grand remplacement. Hein, on ne va pas remplacer les blancs par des noirs, etc. On ne va pas remplacer seulement de telle population par telle autre. Non, non, on remplace le vivant par du pseudo-vivant. Et donc le vivant automatiquement se rebelle, hein, sauf justement ceux qui sont déjà zombifiés, hein, qui sont déjà morts, hein, mais qui bougent encore. Donc le pseudo-vivant, enfin le vivant se rebelle, hein, contre ce projet, hein, d'imposer un système pseudo-vivant, mais il faut donc contourner, hein, les défenses immunitaires intellectuelles avec des stratagèmes inspirés du piratage informatique, par exemple. Et donc là, on arrive au deuxième étage de la fusée, au deuxième étage de l'ingénierie sociale, qui vient se combiner à la pensée utopiste. Qu'est-ce qui fait le lien, hein, le dénominateur commun? Bon, en quelque sorte, c'est la cybernétique, hein, qui permet de passer, hein, d'un univers à l'autre, c'est-à-dire de l'utopie rationaliste, scientiste, positiviste, au piratage informatique, c'est-à-dire à l'univers, hein, de l'informatique, et à la capacité de pirater les systèmes de sécurité, hein, que sont les systèmes informatiques, et en ciblant l'utilisateur de la machine. Hein, donc en fait, c'est de la psychologie, hein, ni plus ni moins. Puisqu'on ne pirate pas la machine, on pirate l'utilisateur, c'est-à-dire le cerveau de l'utilisateur de la machine. Au moyen de deux stratagèmes, essentiellement, c'est l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Voilà, c'est bon, les deux grands axes de l'ingénierie sociale au sens de Kevin Mitnick, par exemple, hein, c'est-à-dire au sens du piratage des systèmes de sécurité, c'est-à-dire du piratage des systèmes de défense psycho-cognitifs, en quelque sorte.
des êtres humains. Et puis des êtres vivants en général, hein, puisqu'on peut aussi abuser un animal. Par exemple, on peut abuser de la confiance d'un animal. Alors, il y a des animaux en fait qui en fait n'ont pas d'émotion. Enfin, les vers de terre, par exemple, on peut difficilement abuser de leur confiance. Mais bon, tous les mammifères développés, bon, éprouvent des émotions. Hein, nos animaux domestiques, nos chats, nos chiens. Bon, on est dans une relation de confiance. Hein, enfin, il y a des sentiments. Enfin, il y a de l'amitié, de la confiance. On peut abuser de la confiance en fait des animaux, enfin des êtres vivants à partir d'un certain seuil de développement cérébral, quoi. Mais voilà, donc là, bon, je viens de résumer en fait les deux grandes couches historiques de l'ingénierie sociale, le projet d'organisation rationnelle de la société qui dérive dans le scientisme, c'est en fait un projet d'inflation finalement sans limite de la pensée consciente. Et puis, pour faire passer ce projet qui est d'une morbidité invraisemblable, eh bien, il faut en quelque sorte utiliser des stratagèmes. C'est-à-dire qu'il faut, il faut mettre la ruse au service de l'utopie. Donc, voilà. Donc, je résume l'ingénierie sociale comme ça, c'est la ruse au service de l'utopie. Justement, une de ces ruses, justement, pour aboutir à cette grande réinitialisation, c'est ce fameux triangle de Karpman, avec trois acteurs, qui est le bourreau, la victime et le sauveur. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer, justement, qu'est-ce que cette théorie de Karpman? Oui, donc Stephen Karpman, qui est une des grandes figures de l'analyse transactionnelle, qui est une tendance de la psychologie sociale, enfin une école de la psychologie sociale qui a beaucoup d'applications dans le management et dans le marketing. Donc Stephen Karpman s'est aperçu un jour que notre système projectif, ce que les psy appellent le système projectif, en fait, c'est tout ce que l'on attribue à autrui. Et en fait, c'est l'image comment dire ça, c'est le système à l'intérieur duquel, c'est le système de projection d'image à l'intérieur duquel nous fonctionnons. En fait, c'est comment on aimerait être vu par l'autre et comment nous voyons l'autre. Et il se trouve que, d'après Karpman, il y a trois figures archétypales, presque au sens jungien, de ce système projectif. C'est donc la victime, le bourreau, le sauveur. C'est-à-dire que nous avons, notre inconscient a envie, spontanément, d'occuper une de ces trois places quand nous sommes dans des interactions sociales. Et spontanément, notre inconscient a aussi une tendance fâcheuse à percevoir autrui au prisme de ce triangle, en fait, et de ces archétypes. C'est-à-dire qu'on a tendance, en fait, à voir autrui soit comme un bourreau, soit comme une victime, soit comme un sauveur. Enfin, quand je dis à voir, c'est-à-dire à plaquer sur autrui cet archétype, et on a tendance donc à nous articuler nous-mêmes en nous plaquant sur nous-mêmes, sur l'image que nous avons de nous-mêmes, l'un de ces trois archétypes. Et bon, c'est ce qui en quelque sorte ensuite va façonner les échanges, c'est-à-dire les systèmes d'échange et les interactions sociales. Et donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, et là, là, c'est du bon usage de la prise de conscience, parce que tout à l'heure, j'en ai fait un peu le procès, dans une vision peut-être un petit peu, avec l'idée du bon sauvage, comme si c'était bien de rester sous-développé. Non, mais disons que la prise de conscience est nécessaire de toute façon. Et donc, en fait, quand on met en conscience justement que nous sommes animés inconsciemment par un certain nombre d'archétypes, eh bien, nous pouvons en prendre le contrôle. C'est un mécanisme élémentaire, facile à comprendre. Plus je suis conscient de mon inconscient, et moins mon inconscient me manipule. Et plus je peux le manipuler, lui. Donc, je peux m'auto-manipuler en devenant conscient de mon inconscient. Et de la même manière, je peux manipuler autrui, puisque je suis conscient de l'inconscient humain. Je peux commencer à le bidouiller en quelque sorte, c'est-à-dire à travailler dessus pour produire à un niveau subliminal des effets sur l'inconscient d'autrui.
Je peux, par exemple, revendiquer officiellement, explicitement, le statut de victime, sans expliquer que j'applique le triangle de Karpman comme subterfuge. Et automatiquement, si je revendique le statut de victime, eh bien, je vais déclencher chez autrui, en fait, un repositionnement émotionnel, affectif, fondé sur ce système projectif. C'est-à-dire que autrui va soit s'identifier à moi en tant que victime, soit se positionner dans le rôle du bourreau ou du sauveur. Soit on va pleurer ensemble, ah là là, qu'est-ce qu'on est victime, soit je vais déclencher chez autrui, en fonction de son propre inconscient, au contraire, un positionnement de sauveur ou de bourreau. Parce qu'il y a des gens qui, en fait, ont des tendances sadomasochistes, et quand ils voient quelqu'un qui se complaît dans le statut de victime, au contraire, plutôt que de lui tendre la main, au contraire, ça va les renforcer dans leur tendance sadique, et ils vont tout de suite occuper la place du bourreau. Il y a des gens qui sont plus dans la compassion, mais dans une vision un petit peu loser, en anglais, une vision un peu perdante de l'empathie, et qui eux vont se mettre à pleurer ensemble, à pleurer avec voilà. Et puis il y a ceux qui en fait cherchent des solutions. Donc là, moi, quand je vois quelqu'un, par exemple, je me reconnais plus là-dedans, c'est un profil psychologique aussi, c'est-à-dire que je cherche toujours des solutions. Quand il y a un problème, plutôt que de me mettre à pleurer, ou de me réjouir du problème, je cherche tout de suite une solution. Et ça va être la tournure archétypale du sauveur, par exemple. Voilà, donc on déclenche comme ça chez autrui des repositionnements en assumant soi-même explicitement telle ou telle position. C'est-à-dire que les systèmes d'interaction sociale sont toujours dynamiques. Et puis ensuite, après avoir occupé la place de la victime, je peux sans transition me mettre à occuper la place du bourreau ou du sauveur. Donc en fait, et alors après, il faut distinguer le champ fantasmatique et le réel. C'est-à-dire qu'il y a des victimes réelles, mais il y a aussi des victimes fantasmatiques. C'est-à-dire qu'on peut occuper dans la sensibilité d'autrui une place indue dans le réel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout des victimes, mais qui cherchent à occuper la place de la victime dans l'inconscient collectif, dans l'opinion publique, par exemple. De la même manière qu'il y a des gens qui veulent occuper la place du sauveur dans l'opinion publique. Des gens qui veulent occuper la place du bourreau, c'est un peu plus rare dans l'opinion publique. C'est un peu plus rare parce qu'en fait, on est dans une société victimaire. Mais par exemple, dans une société traditionnelle, en fait, c'est-à-dire avec des relations dures, avec des relations sadomasochistes plus assumées, eh bien, la place du bourreau est totalement assumée. Dans certains cas, c'est-à-dire que dans les sociétés qui ont été christianisées, le bourreau c'est le salaud. Mais dans des sociétés païennes de type, avec une mythologie nordique où le guerrier a le beau rôle, être un bourreau, c'est vraiment pas un problème. C'est même un honneur dans certains cas. Je veux dire, il faut savoir assumer la violence physique dans certaines cultures. Donc, occuper la place du bourreau n'est pas déshonorant. Au contraire. C'est-à-dire que vous allez faire peur aux autres. Et si vous faites peur, eh bien, vous êtes un bon guerrier. C'est-à-dire que vous aurez, un avantage compétitif, et vous serez respecté. Donc, en fonction des cultures, les trois places peuvent être valorisées. Sur le plan axiologique, sur le plan éthique, sur le plan moral. Et c'est vrai que dans les sociétés christianisées, le bourreau, en fait, a le mauvais rôle, mais dans certaines sociétés païennes, le bourreau, en fait, c'est un homme puissant, en réalité, et c'est quelqu'un qui inspire la peur et donc le respect. Voyez. Donc, voilà. Donc, en fonction de la culture, la place à occuper n'est pas forcément la même. La place d'honneur, en quelque sorte. Mais dans nos sociétés victimaires, qui sont un peu une dégénérescence des sociétés chrétiennes, parce que dans la société chrétienne, c'est le sauveur, normalement, qui occupe la place d'honneur. Jésus sauve, voilà. Mais on est dans une société, mais du fait qu'il a été crucifié, traité vraiment comme moins que rien, en fait, la victime a aussi son rôle à jouer dans les sociétés christianisées. Donc en fait, là, on est dans en Occident postmoderne,
comme disait, je ne sais plus quel écrivain, mais que en fait la modernité, c'est les valeurs chrétiennes devenues folles. Là, on est Chesterton. dans une espèce de dégénérescence de la chrétienté qui aboutit en fait à mettre à l'honneur la victime. Bon, certes, la victime, quand elle est réelle, il faut l'aider, évidemment. Quand elle est fantasmatique, bon, ça correspond à un symptôme. Bon, il faut peut-être l'écouter parce qu'elle a quelque chose à dire. Mais bon, dans certains cas, c'est un pur subterfuge. Comme les minorités actives passent leur temps à récupérer, à essayer d'occuper cette place de victime, alors que objectivement, en général, ces minorités actives ne sont pas à plaindre et occupent comment dire ça, une place dans la hiérarchie socio-économique qui est souvent enviable. Donc, mais voilà, donc faut savoir qu'en fait, ce système projectif est universel, on le retrouve dans toutes les cultures, mais les trois places sont valorisées différemment. Et c'est vrai que on oublie. En gros, dans les années fin 19e, début 20e, c'est en Allemagne notamment, c'est le mouvement Völkisch, le mouvement pan-germaniste Völkisch, qui a essayé de réhabiliter un néopaganisme traditionnel, anti-chrétien, anti-juif, et à réhabiliter la figure justement du bourreau, c'est-à-dire de la violence physique assumée et désinhibée. Et ça a donné effectivement le mouvement hitlérien, par exemple, qui assumait totalement le darwinisme social et l'expression libérale de la violence physique. C'est dans Mein Kampf, à un moment, Hitler qui se moque, par exemple, de la conception westphalienne des relations internationales, la conception issue des traités de Westphalie qui institue des frontières et des limites conventionnelles. C'est le principe de la frontière, quoi. Comme dans la légende romaine, la Rémus et Romulus, il y a un des deux frères qui trace un sillon dans la terre. C'est un sillon conventionnel, c'est une convention. Parce que quand il dit à son frère, si tu le transgresses, si tu transgresses cette limite conventionnelle que j'ai tracée, je te tue. Et puis il se passe ce qui se passe dans l'histoire. Mais donc ça c'est précisément ce que les Völkisch, les pan-germanistes Völkisch voulaient abattre. C'est-à-dire la vision conventionnelle des relations internationales pour réhabiliter la loi du plus fort. La loi du plus fort, donc réhabiliter la figure du bourreau, c'est-à-dire de la violence physique désinhibée. Voilà, je pense à ça en particulier parce que la question du nazisme, du retour du nazisme, là c'est d'actualité avec l'Ukraine, etc. On se retrouve un peu sur les bases, je dirais, comme si sur les bases de l'opération Barbarossa là, en fait, avec le Troisième Reich qui incarné par l'Occident et qui s'attaque à la Russie, qui serait pour certains la continuation de l'URSS. Je veux dire, tout ça est encore d'actualité. Et toute la mythologie justement de la violence physique désinhibée anime tous les groupes néo-nazis ukrainiens par exemple et leurs sympathisants en France, en Suisse, Misanthropique Division, ce genre de choses, quoi. Ils sont dans cet imaginaire là en fait, qui peut paraître assez exotique parce que dans les sociétés, comme je me répète, mais dans les sociétés christianisées, c'est devenu vraiment quelque chose plutôt de honteux, la violence physique. En fait, il faut au contraire être dans la compassion et dans la comment dire ça, dans une organisation, là encore une fois, dans une organisation morale des relations humaines et pas simplement par le physique, quoi. Donc j'aimerais citer justement peut-être plus loin au niveau des ruses. Il y a, je dirais, le pouvoir visible et le pouvoir invisible. Et là, vous expliquez justement ce passage de l'ancien Big Brother avec le nouveau. Et je vous cite, « Le nouveau Big Brother est plus subtil, car il est invisible. Vous ne savez même pas qu'il est au pouvoir. Pire, vous êtes persuadé que c'est quelqu'un d'autre qui occupe le pouvoir, vous-même ou un ennemi fictif. » Et je pourrais encore citer Attali à ce sujet. Auparavant, les gouvernements et les entreprises surveillaient principalement nos actes, en contrôlant les endroits où nous nous rendions et les personnes que nous rencontrions. Aujourd'hui, ils s'intéressent davantage à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps.
notre état de santé, notre température, notre tension artérielle. Ce genre d'information biométrique permet au gouvernement et aux entreprises d'en savoir bien plus sur nous qu'auparavant. Donc, juste pour corriger, là je cite Harari et pas Attali. Mais on comprend bien justement ce passage d'un contrôle extérieur maintenant au contrôle intérieur. Donc que ce soit au point de vue, je pense, physique, donc au niveau de notre corps, mais aussi au niveau peut-être de nos habitudes. Tout à fait, oui. Oui, alors effectivement, il y a donc, je rapporte deux citations là, de donc Yuval Harari, qui parle effectivement de la surveillance sous la peau. Et puis il y a aussi donc Jacques Attali qui lui en fait déjà en 1981 annonçait la dictature hygiénique. Donc, je peux citer l'extrait de. Alors, en fait, c'est un texte qui fait polémique parce que il y a des extraits, enfin, il y a des fausses citations issues de ce texte. Bon, moi, j'ai lu l'original que j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale de France. Et je peux vous le citer volontiers, si je l'ai sous les yeux. Oui, allez-y, oui. Alors ensuite, toutes les médecines du futur qui sont liées au contrôle du comportement peuvent avoir une incidence politique majeure. Il sera en effet possible de rendre conciliable la démocratie parlementaire avec le totalitarisme, puisqu'il suffirait de maintenir toutes les règles formelles de la démocratie parlementaire, mais en même temps de généraliser l'utilisation de ces produits pour que le totalitarisme soit quotidien. Et là, il y a le journaliste qui répond: est-ce que cela paraît concevable, un 1984 orwellien basé sur une pharmacologie du comportement? Jacques Attali répond: je ne crois pas à l'orwellisme parce que c'est une forme de totalitarisme technique avec un Big Brother visible et centralisé. Je crois plutôt à un totalitarisme implicite avec un Big Brother invisible et décentralisé. Ces machines pour surveiller notre santé, que nous pourrions avoir pour notre bien, nous asserviront pour notre bien. En quelque sorte, nous subirons un conditionnement doux et permanent. Voilà, donc il écrivait ça, donc Jacques Attali écrivait ça en 1981. Donc, alors, c'est dans un entretien célèbre parce que polémique, parce que par ailleurs, on attribue à Jacques Attali des propos qu'il ne tient pas vraiment dans cet entretien, notamment sur l'eugénisme. Alors, il y a des fausses citations extraites de cet entretien qui circulent. Bon, cela dit, quand on a la version originale, on devine que, en gros, c'est ce qu'il veut dire, mais il ne le dit pas clairement. Voilà. Enfin, quand il parle de l'eugénisme, en tout cas, donc il faut quand même être juste et être dans l'exactitude des sources si on veut faire un travail crédible sur le plan scientifique. Donc, effectivement, alors ça, donc cet extrait-là, par contre, effectivement, est issu vraiment du texte original. Et donc manifestement donc le capitalisme, puisque Jacques Attali en est l'un des principaux porte-parole, a ce projet depuis très longtemps, puisqu'il parlait de ça en 1980. S'il parle de ça en 1980, ça veut dire que et qu'il en parle de cette manière déjà élaborée, déjà conceptualisée, ça veut dire que c'était déjà dans les tuyaux, c'était déjà prévu encore avant, c'est-à-dire de mettre en place une dictature sanitaire qui aurait les apparences de la démocratie, mais qui permettrait effectivement de contrôler le comportement avec le consentement des individus contrôlés, puisque c'est pour votre bien. C'est très exactement la rhétorique qu'on nous sert depuis mars 2020. C'est pour votre bien, pour sauver des vies. C'est même pas par générosité, c'est-à-dire que vous devez avoir un mode de vie morbide, rester enfermé chez vous quand il y a du soleil, etc., pour votre santé et pour la santé des autres. Donc on peut faire finalement accepter n'importe quoi à n'importe qui quand c'est pour son bien. Voilà. Et là, c'est, je pense, le stratagème, le subterfuge rhétorique, le récit qui a été inventé au fil des années par le Big Pharma, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, qui en fait a compris que elle pouvait fusionner avec le pouvoir politique. Alors dans un premier temps, effectivement, l'industrie pharmaceutique n'a pas forcément pour objectif d'aller vers le biopouvoir. C'est le terme de Michel Foucault et Agamben.
et qui parle de ça en fait, c'est-à-dire comment finalement le pouvoir au fil des siècles ne se contente pas de dire qui doit mourir, mais il commence à contrôler votre mode de vie. Bon, c'est un peu c'est un clivage parmi d'autres hein, que Michel Foucault et Agamben ont thématisé. Hein, pour eux, ils voient une grande différence apparaître au fil des siècles avec le biopouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir commence à organiser hein, la biomasse en quelque sorte, hein, commence à organiser le fonctionnement des êtres vivants. Hein, il ne se contente plus de dire qui doit mourir. Ça, c'est en fait la prérogative du pouvoir dans les sociétés traditionnelles, c'est il dit qui doit mourir. Et puis ensuite, bon, évidemment, il y a aussi du contrôle social pour régler les mariages ou les litiges entre telle ou telle famille, évidemment. Donc il y a toujours un peu d'organisation, mais c'est secondaire. Alors qu'en fait, au fil du temps, au fil des siècles, on voit apparaître, hein, par exemple, la contraception, qui est en fait une infiltration du pouvoir directement à l'intérieur du corps féminin, et masculin aussi, dans une certaine mesure, mais bon, surtout féminin. Et donc là, on passe hein, pour Foucault et Agamben, on change de système, en quelque sorte. C'est-à-dire que le pouvoir ne s'exerce plus de la même manière. Et d'ailleurs, on ne tue plus personne, en fait. Enfin, si, on tue les enfants dans le ventre des femmes, mais en tout cas, encore une fois, on ne dit pas qu'on va tuer les enfants dans le ventre des femmes avec l'avortement. Non. Et d'ailleurs, en fait, on ne tue plus personne puisqu'on abolit la peine de mort. Donc, on vit dans une société généreuse hein, où, en fait, on abolit la peine de mort, mais en fait, il y a un transfert, on pourrait dire, de la violence, hein, qui en fait n'est plus dans la désignation des coupables qui doivent être mis au banc de la société et donc mourir, hein, parce que quand on est isolé dans une société traditionnelle, il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre, hein, parce que tout fonctionne sur la solidarité interindividuelle. Mais bon, je veux dire, il n'y a pas de livreur Uber ou je sais pas quoi. Enfin bon, il faut, si vous n'êtes pas avec des gens physiquement sur le terrain, il vous reste trois jours à vivre. Donc, et donc le pouvoir avait comme prérogative de dire qui on met au banc de la société ou qui on tue tout de suite, rapidement, quoi. Enfin bon, c'est une lecture hein, des choses que je reprends. Enfin, je me l'approprie, mais pour moi, il y a d'autres dynamiques plus profondes encore. Bon, bref, peu importe. Non, je veux dire, c'est des débats qui infinis, quoi. Enfin bon. Ce que je voulais dire, oui, c'était que, bon, malgré tout, il y a quelque chose qui est incontestable, hein, c'est que le pouvoir, aujourd'hui, s'est associé, enfin, le pouvoir politique, hein, s'est associé au pouvoir pharmaceutique, hein, au pouvoir sanitaire, au pouvoir hygiénique, et on le voit là avec tous les débats hein, à l'OMS, hein, qui, en fait, reprend des concepts hein, issus de la justice prédictive hein, pour faire de la médecine prédictive. Et ça, bon, Jacques Attali en parlait aussi, hein, dès les années... alors, je ne sais plus si c'était dans l'entretien là, de 1981, mais si je me souviens bien, il en parle dans son livre de 2005, Une brève histoire de l'avenir. En tout cas, il en a parlé, la médecine prédictive, qui consiste finalement à ne pas attendre que la maladie soit déclarée pour vous traiter. Voilà. Bon, alors là, c'est la porte ouverte hein, à tous les abus et à tous les arbitraires. En fait, c'est la porte ouverte, en réalité, c'est la porte fermée, puisque c'est ce qui permet justement de vous enfermer chez vous. Hein, c'est encore une fois, on a connu un exemple très concret, hein, c'est que en fait tous les gens, les malades comme les bien portants, se sont retrouvés traités de la même façon hein, pendant le confinement. Il y avait plus justement. Alors que l'on confine les malades, ça je peux l'envisager. C'est le principe de la quarantaine. Oui, ok, d'accord. Bon, mais enfermer les bien portants, c'est précisément les conduire vers la maladie. Déjà, c'est les enfermer avec des malades. Donc, faciliter la contamination hein, dans le cas des maladies transmissibles. Et puis, de toute façon, c'est imposer aux bien portants des conditions de vie morbides hein, et pathogènes. Je veux dire, les pathologies, les maladies ont explosé depuis 2020. Je veux dire, loin de réduire loin de nous emmener vers la santé universelle, l'OMS nous conduit vers la maladie. En réalité, c'est l'organisation, cette ONG devrait être renommée l'Organisation mondiale de la maladie. C'est la maladie qu'elle gère hein, et elle a intérêt à ce qu'il y ait toujours plus de malades. Parce que sinon, en fait, si tout le monde était bien portant, hein, l'OMS ne servirait plus à rien.
D'ailleurs, c'est une motivation, je pense, d'ailleurs, importante justement chez les cadres de l'OMS, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas forcément toujours des complots. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des motivations malsaines, ok, mais qui font partie de la condition humaine. C'est-à-dire que quand vous êtes Tedros Ghebreyesus, là, le chef de l'OMS, ou Bill Gates ou d'autres, bah, en fait, bon, vous savez que si les gens se portent bien, votre champ d'action, votre territoire, va se réduire. Donc vous avez intérêt à ce que les gens soient en mauvaise santé, parce que là, vous serez utile. Et là, vous pourrez prodiguer des conseils et des thérapies pour entretenir les problèmes, justement, parce que si, en fait, en fait, si vous voulez, on arrive finalement au pompier pyromane, qui est un petit peu la définition imagée de l'ingénierie sociale. En fait, si vous voulez réduire l'ingénierie sociale à deux mots, vous avez donc l'utopie et la ruse, enfin la ruse au service de l'utopie, mais c'est aussi le pompier pyromane. Et donc, quand si vous réglez vraiment les problèmes, bon, vous devenez inutile. Donc, dans certains cas, effectivement, le germe dans l'esprit de certaines personnes l'idée qu'on va aller, bon, peut-être pas créer les problèmes, mais en tout cas ne pas essayer de tous les résoudre. Oui. Excusez-moi, mais c'est évidemment c'est ce que vous dites qui est vraiment votre démonstration, c'est remarquable. Bon, il y a tout d'abord le côté eschatologique, n'est-ce pas, avec le tikkun olam, avec l'ordo ab chao ou encore la taqiyya, c'est-à-dire toute cette dissimulation et ce que vous évoquez à l'instant du pompier pyromane. Et j'aimerais encore vous citer, c'est-à-dire que par rapport au fait qu'on est toujours soupçonné d'être coupable, au final, on doit montrer patte blanche. Donc la criminologie actuarielle peut être combinée à la justice prédictive, mais aussi à la médecine prédictive, pour essayer de justifier l'inversion de la charge de la preuve. Que cela change-t-il? Nous devenons tous suspects ou malades a priori. La santé n'existe plus car vous êtes potentiellement cas contact, porteur sain ou asymptomatique et vous devez vous faire tester et dépister même si vous êtes en pleine forme. Donc c'est exactement ce que vous disiez. Et il y a aussi quelque chose d'autre que vous citez, sauf erreur de ma part, dans cet ouvrage, c'est justement le film de Minority Report, qui est en fait le film avec Tom Cruise, où il est une sorte de policier qui arrive grâce à une machine à prédire les crimes à venir et à intervenir juste avant que le crime se passe. Oui. Voilà. En fait, nous y sommes en fait. C'est-à-dire que là, quand on analyse précisément, là, j'étais à Moscou là il y a un mois pile. D'ailleurs, en fait, j'arrivais le 24 mai et pour participer à une conférence le 26 organisée par Karine Béché-Golovko, donc qui est professeure de droit à l'université de Moscou et qui organise un intervalle régulier des conférences. Et donc là, c'était sur la transformation des institutions internationales. Et donc, je me suis attaché à l'OMS, justement, pour montrer comment cette organisation, cette institution internationale, donc, essaye de régir, de régenter la vie privée sur toute la planète. Et donc, pour y parvenir, il faut abolir la distinction entre malade et bien portant, parce que sinon l'OMS ne s'occupe que des malades. C'est bon, mais si vous voulez justement généraliser le traitement de contrôle social de type confinement à l'ensemble de la planète, eh bien, il faut qu'il n'y ait plus cette différence de nature entre le malade et le bien portant. Il faut que nous soyons tous décrits par le terme de population à risque. Et là, le terme de population à risque décrit en fait un potentiel de risque qui permet de traiter de la même manière les malades et les bien portants. Et là, bingo, c'est gagné. Là, vous pouvez déclencher des confinements qui vont enfermer toute la population et qui auront donc en fait une efficace politique à ce stade. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le traitement de la maladie, on est dans le contrôle social ou l'ingénierie sociale, et en s'appuyant sur, en plus, des principes qui ont l'air généreux. C'est le dicton, vous savez, là, il vaut mieux prévenir que guérir. Bon. Le problème, c'est que si on applique ça, là, pour le coup, là, en général, la sagesse populaire a raison, mais bon, là, le problème, c'est que si on applique ça jusqu'au bout,
en fait, effectivement, ça justifie le traitement des bien portants comme des malades. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, ça veut dire que, en fait, on va traiter tout le monde de la même manière. Et donc, il n'y a plus à attendre que la pathologie soit déclarée. On va prendre des mesures par anticipation. Et donc là, vous voyez le lien évident avec la justice prédictive, qui prend des mesures de contrôle social par anticipation avant que le crime ne soit accompli. C'est-à-dire avant qu'il y ait un délit en acte, un délit réel. Et en fait, donc l'OMS s'est approprié ces notions qui viennent de la criminologie actuarielle, et notamment dont le représentant en France est Alain Bauer, et qui travaille depuis, qui est un franc-maçon de haut niveau, et qui en fait travaille depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, à importer en France ces notions de criminologie actuarielle ou de criminologie prédictive pour arriver à la justice prédictive. Ces notions qui viennent des États-Unis à la base, en fait. Mais bon, en réalité, c'est, comme je vous dis, l'expression il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, elle, en fait, elle existe depuis des siècles, et elle traduit cette espèce, je dirais, de tendance hypocondriaque, qui est, elle, un élément de la condition humaine. L'hypocondrie, c'est la peur de tomber malade, qui peut vous rendre malade d'ailleurs, je veux dire, par angoisse. Et en fait, cette peur de tomber malade, eh bien, donc c'est une donnée de la condition humaine, c'est un biais psychologique. Et l'ingénierie sociale, souvent, se contente d'exploiter les biais psychologiques qui existent, qui font partie de notre condition. Et donc l'ingénierie sociale, souvent, se contente d'exploiter les faiblesses de l'âme humaine, en quelque sorte, pour, en quelque sorte, nous conduire vers l'enfer, en enfer, quoi. Enfin, dans des impasses, enfin, en tout cas, dans des systèmes de contrôle social par anticipation. Donc, en fait, le but là de l'OMS ou de Alain Bauer et de la justice prédictive, c'est en fait, finalement, que nous acceptions tous le mode de vie des prisonniers, ou le mode de vie des malades qui ont une maladie transmissible, pour ne pas prendre le risque du délit, pour ne pas prendre le risque du crime. Alors c'est un peu comme la physique quantique, c'est-à-dire que avant, en gros, les particules subatomiques sont décrites par un potentiel, et en fait c'est la prise de mesure qui réduit à une seule possibilité, le potentiel de présence. C'est-à-dire que c'est la prise de mesure en fait qui, en quelque sorte, va décider où est exactement la particule subatomique. Mais avant l'observation, en fait, elle est décrite par une probabilité de présence. Donc, elle peut être, en fait, c'est un champ en quelque sorte, c'est une onde. Donc, et on passe de l'onde à l'objet. C'est-à-dire que et donc on passe en fait d'une probabilité statistique de présence à la réduction de la fonction ondulatoire à une seule possibilité au sein de ce potentiel qui lui est multiple. En fait, c'est un peu les mêmes schémas de pensée. C'est-à-dire que quelque part, il faut, et c'est un peu comme si nous étions tous des particules subatomiques, avec un potentiel de dangerosité. Pour la justice prédictive, c'est ça. Nous sommes tous des délinquants potentiels. Donc et donc pour pour ne pas prendre le risque que nous actualisions, que nous réalisions notre potentiel criminel, eh bien, on va tous nous enfermer. Et comme ça, on ne prendra aucun risque. C'est vraiment l'utopie du bien absolu. Et là, on revient encore sur les bases de la pensée utopiste, l'organisation rationnelle, donc pour le meilleur. Les utopistes sont pacifistes, et ils veulent en finir avec le mal, avec un grand M, et ils veulent en finir avec les problèmes, avec la souffrance. Et ils sont sincères. Klaus Schwab est sincère. Les utopistes sont toujours sincères quand ils veulent en finir avec le mal, et qu'ils font le mal, en réalité, en voulant en finir avec le mal. C'est là qu'ils accomplissent le mal suprême, puisque en fait, au nom du bien,
ils mettent en place un système de contrôle, un système totalitaire qui va de toute façon s'effondrer sur lui-même, parce qu'il n'est pas viable, parce que en fait on ne peut pas, c'est le fantasme philosophique dont je parlais tout à l'heure, la conscience ne peut pas être totalement claire à elle-même. Enfin, il y a toujours dans l'inconscient, il y a toujours des choses que je ne saurais pas, etc. Y compris en moi-même. Mais effectivement, donc on voit que en fait les mêmes concepts, les mêmes idées directrices avancent de front et à vitesse égale dans la justice. Ça donne la justice prédictive. Dans la médecine, ça donne la médecine prédictive. Et dans tous les cas, il s'agit d'abolir les différences entre les gens honnêtes et les délinquants. C'est-à-dire entre les innocents et les coupables, et comment abolir la distinction entre l'innocent et le coupable, eh bien, avec la notion de risque. Donc vous voyez qu'en fait, tout repose sur le langage, tout repose sur la reformulation. Si les criminologues comme Anna Bauer parviennent à normaliser dans le droit l'expression de risque, de potentiel de risque, eh bien, en fait, ce sont les notions de coupable et d'innocent qui disparaîtront. Mais si les notions de coupable et d'innocent disparaissent, ça veut dire que la justice, les institutions, Big Brother, etc., peuvent traiter tout le monde comme des coupables potentiels, avec les conséquences que vous imaginez. Et dans la médecine prédictive, c'est pareil, il s'agit d'abolir la différence entre le malade et entre les gens sains et les gens malades pour reformuler la réalité, non plus dans cette opposition entre la santé et la maladie, mais pour reformuler la question de la santé et de la maladie dans les termes du potentiel de maladie. Et là, boum, si vous arrivez à imposer, à normaliser, à banaliser ce changement de vocabulaire, ce changement de récit, en fait, c'est une manière, parce que là, c'est une façon de décrire les choses. C'est là où on voit qu'en réalité, tout est dans le langage, finalement dans l'habileté rhétorique, en fait, à changer de récit. Et donc, le récit qui, normalement, structure la justice, c'est la division entre coupable et innocent. Le récit qui structure la médecine, c'est la division entre la santé et la maladie. Eh bien, si pour en fait transformer la justice et la médecine et en faire des outils d'ingénierie sociale et de contrôle social, il faut abolir ces récits et les remplacer par le risque, par le récit du risque. Ça qui doit devenir le mythe fondateur en quelque sorte. Vous voyez le récit fondateur de nos sociétés. Et donc, le but est de nous transformer en des petites personnes hypocondriaques dans le champ de la médecine et apeurées, terrorisées à l'idée de sortir de chez elles, parce qu'on prendra le risque, finalement, de se faire attaquer au couteau par n'importe qui, y compris par le voisin avec lequel on avait les meilleures relations depuis 30 ans. Parce qu'il est potentiellement criminel. Même si on s'entend parfaitement et qu'on fait des barbecues et qu'on s'invite de temps en temps le dimanche après-midi, c'est un criminel potentiel. Et donc, je dois faire attention, je dois prendre des mesures d'anticipation. Donc, je dois me barricader, je ne dois plus lui dire bonjour, je dois, de la même manière, en mars 2020, il fallait se tenir à distance les uns des autres. Parce qu'il y avait ce risque que quelqu'un, que mes voisins, en fait, me tuent, en fait, littéralement, quoi. Enfin, je veux dire, c'était l'imaginaire qui a été divulgué en mars 2020. Vous voyez, donc on est vraiment, on est dans une situation délicate, mais tout repose sur la formulation et la reformulation. Tout repose sur les éléments de langage, le storytelling, le récit. Et donc, c'est pour ça que, quelque part, en fait, là, ce que je dis, c'est optimiste. Enfin, plus exactement, c'est un appel à l'action. Puisque, en fait, tout ça ne repose pas, cette dégénérescence, on pourrait dire cette décadence de la médecine par l'OMS, provoquée par l'OMS, en réalité peut être combattue par la réinformation, puisque ça n'a rien de scientifique. Ça repose entièrement sur du blabla, sur du langage. C'est-à-dire que nous pouvons combattre à armes égales à ce stade, puisqu'il s'agit de combattre non pas des chiffres scientifiques
compilé en laboratoire, mais un récit. Et un récit qui, lui, en fait, nous est accessible. Enfin, là, ce que je viens de vous résumer peut être combattu facilement. C'est avec et sans passer sans avoir fait des études de médecine, puisque on est dans la rhétorique. Donc bon, alors, par contre, faut avoir étudié un peu la rhétorique, la philo, ça aide. Enfin, je veux dire, faut avoir compris effectivement. Enfin, faut avoir un peu lu Platon et Aristote, enfin qui sont vraiment les fondateurs de ces questions-là, quoi. Mais bon, ça suppose pas le même niveau de formation que d'avoir fait 10-15 ans d'études pour avoir un statut crédible en termes, je dirais, d'activité médicale ou voilà. On peut combattre l'OMS avec de la philo, en fait, ce que je veux dire, quoi. Il y a encore un autre point qui est extrêmement intéressant, c'est justement ce dont vous parliez à l'instant, c'est le brouillage des limites. Donc là, il y avait aussi en France cette fameuse réforme Taubira, où on a relâché des prisonniers par pure bonté en France. Donc là aussi, il y a bientôt cet effacement de distinction entre le citoyen et le criminel. Ouais. Et vous dites encore autre chose, parce que là, on arrive justement sur cette stratégie du chaos, du choc. Intuitivement, le chaos, c'est l'incertitude et l'imprévisibilité. À première vue, un sujet chaotique devrait donc être incertain et imprévisible. Le grand secret de l'ingénierie sociale est que, contrairement aux apparences, plus un sujet est chaotique et plus il est prévisible. Alors, on a déjà un petit peu évoqué cela, mais comment intuitivement on pourrait comprendre que plus un sujet est chaotique et plus il est prévisible? Alors, parce que en fait, un sujet chaotique, malgré tout, va obéir à certains déterminismes. Le chaos chez les êtres vivants, c'est pas l'absence de déterminisme. En fait, c'est pas l'entropie. Enfin, l'entropie, c'est la mort. Mais bon, là, précisément, on n'est plus dans le vivant. Et donc, le vrai chaos, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est l'entropie, c'est la décomposition du corps. Ça, c'est le voilà. Mais un comportement chaotique, ou qu'on peut aussi qualifier de comportement erratique, en fait, obéit à des déterminismes, obéit lui aussi à des lois. Parce que le vivant chaotique, en fait, c'est le vivant paniqué, c'est le vivant en état de panique. Et là, à ce niveau-là, donc l'état de panique obéit à des lois qui sont à première vue, comment dire, illogiques, irrationnelles. C'est les lois de la, je dirais, de la passion, enfin, comme ça, les lois un peu hystériques, en fait, de l'énervement ou de la peur. Mais justement, quand vous arrivez à réduire le comportement d'autrui à la peur, il devient extrêmement prévisible. Donc, c'est en ce sens que un comportement de peur, donc induit par un contexte chaotique, eh bien, devient effectivement beaucoup plus prévisible et beaucoup plus facile à anticiper et à contrôler. Donc, c'est-à-dire que si vous laissez autrui, si vous donnez à autrui le temps de s'organiser, c'est-à-dire le temps de réfléchir, bon, c'est précisément là que, dans ce cadre-là, que vous aurez du mal à anticiper son comportement. Donc, pour finalement faire un contrôle social efficace, il faut que la population ou que la biomasse n'ait jamais le temps de réfléchir pour que son comportement soit dicté le plus possible par ses émotions et ses instincts. Et les émotions et les instincts sont en nombre limité. Et donc, ça devient beaucoup plus facile d'anticiper le comportement. Et parce que donc alors ça suppose évidemment d'avoir un peu d'éducation au comportementalisme, enfin c'est-à-dire au behaviorisme en anglais. Mais justement, précisément, le pouvoir, c'est donner les moyens de nous traiter par la psychologie comportementale. C'est-à-dire que je me souviens, alors là c'est plutôt dans mon bouquin sur la guerre hybride de l'OTAN en Ukraine, je rapporte une citation de Barack Obama, qui disait, quand il était à la Maison Blanche, qui parlait justement de l'utilisation des sciences du comportement appliquées dans la politique américaine, intérieure et extérieure. Et puis bon, on sait que les grands services secrets, les grands services de renseignement
la CIA, etc., ont des unités de psychologues qui travaillent sur le comportement. C'est-à-dire qu'en fait, l'intériorité n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, fondamentalement, c'est pas de contrôler votre intériorité, je m'en fiche totalement. Moi, ce qui m'intéresse, si je veux prendre le contrôle de votre comportement, c'est ce que vous allez faire, c'est pas ce que vous allez penser. Donc là, on peut arriver au même résultat, c'est-à-dire pousser des gens à se battre par plusieurs biais, par plusieurs moyens. Par exemple, pour envoyer des petits jeunes mourir pour l'Ukraine, vous pouvez passer par un récit d'extrême droite, c'est toutes les thématiques des nazis ukrainiens, mais il y a aussi beaucoup d'extrême gauche qui va se battre en Ukraine. Au nom de quoi? De la lutte contre Poutine, qui est en fait une figure autoritaire. Donc, et puis vous avez aussi des islamistes qui en ce moment peut-être un peu moins, mais en tout cas à partir de 2014 et pendant quelques années, il y avait des bataillons djihadistes importés de Syrie et façonnés par les services de renseignement occidentaux, qui ont été transposés, envoyés en Ukraine pour prêter main forte aux nazis et aux gauchistes. Et donc là, par exemple, il y a les mais ce qui compte à la fin, en fait, c'est pas les raisons de se battre, c'est qu'ils se battent tous contre le même adversaire. Les raisons, on s'en fout, enfin, c'est secondaire. Pour ça, en fait, l'intériorité, les idées, tout ça, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est de déterminer le comportement. Et ensuite, tous les moyens sont bons. En fait, si votre objectif, c'est de prendre le contrôle du comportement d'autrui, en fait, là, vous avez un phare dans l'obscurité. Vous voyez, vous avez en fait un objectif, un horizon clair. Et ensuite, intuitivement, vous allez adapter votre récit à votre cible pour en prendre le contrôle. Mais pour prendre le contrôle de son comportement, pas de ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense doit être adapté toujours. En fait, à un seul objectif, c'est que le corps se mette en mouvement. Donc, quelque part, il faut considérer autrui comme un zombie, en fait. Enfin, il faut déjà considérer autrui comme déjà zombifié. En fait, c'est une dépouille, en fait, physique. C'est un bout de viande que vous allez pirater. Et pour le pirater, en fait, vous allez donc utiliser les mots qui vont faire tilt, qui vont en fait déclencher des comportements stéréotypés. Et donc, ces mots-clés, ce sont des triggers en anglais. Eh bien, ça va être par exemple Poutine. Donc là, le mot Vladimir Poutine, Russie, va déclencher tout de suite des comportements d'agressivité chez un nazi ukrainien. Mais ça déclenchera aussi un comportement d'agressivité, c'est-à-dire une envie de se battre, chez un gauchiste anti-autoritaire, antifa, comme ils disent. Et ça déclenchera aussi, en fait, un comportement par exemple, là, apparemment, ça déclenche des comportements d'agressivité chez Prigojine, le chef de Wagner. Pourquoi? Parce que pour diverses raisons, en fait, il estime que le Kremlin fait mal son travail. Voilà, mais bon, là, on voit que tout ça, c'est dynamique, c'est en évolution constante. Et donc, par exemple, chez Rodorkovski, là, donc l'oligarque là, que Poutine avait mis en tôle, bon, il y a 3 jours, si on lui parlait de Wagner et de Prigojine, c'est des ordures, c'est des pro-Poutine, etc. Bon, maintenant que Prigojine, en fait, monte au créneau et rue dans les brancards, il faut le soutenir, vous voyez. Mais dans les deux cas, on a affaire à un comportement stéréotypé. Et ce qui compte, c'est pas Prigojine là-dedans, c'est comment déclencher le comportement chez Rodorkovski. Et là, bon, tous les moyens sont bons. Donc, il y a 3 jours, c'était quelque chose. 3 jours après, c'est le contraire. Mais vous voyez, en fait, il faut considérer le langage toujours. En psychologie, il faut considérer le langage comme du symptôme. Toujours. Ne jamais oublier ça. C'est du langage réel, en fait. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, en psychologie. Du langage réel, c'est-à-dire, en fait, du langage qui ne soit pas, en fait, à interpréter. Quand je dis qu'il faut considérer le langage comme du symptôme, c'est-à-dire qu'il faut considérer que ce que disent les gens doit être interprété. C'est-à-dire que la signification littérale de ce que l'on me dit est une illusion. Et il faut interpréter ce que dit l'autre. Enfin, dans une cure psychologique ou psychanalytique, si je prends au premier degré ce que me dit mon patient, je vais rien comprendre du tout, ni à son cas,
ni au système projectif dans lequel il baigne, ni à rien en fait. Donc tout ce que me dit le patient doit être interprété. C'est ce que disait Lacan. En fait, l'inconscient est structuré par des métaphores. C'est un mot pour un autre. Donc si je dis par exemple Prigojine à Khodorkovsky, en fait, ça veut dire autre chose. Vous voyez, ça veut dire comment déstabiliser Poutine. Vous voyez, et donc il y a 3 jours, Khodorkovsky estimait que pour déstabiliser Poutine, au contraire, il fallait pas soutenir Prigojine parce que Prigojine était avec Poutine. Vous voyez, donc tout ça, ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc le langage doit être utilisé comme finalement un moyen et pas une fin. C'est une matière plastique qui doit permettre, en envoyant des mots-clés ciblés dans le cerveau de l'autre, en lui faisant adopter certains mots, doit permettre de déclencher des comportements stéréotypés. Et justement, c'est pour ça que il faut, si vous voulez faire de l'ingénierie sociale, il faut effectivement mettre en crise les conditions de vie matérielles ou psychologiques. Mais ensuite, il faut apporter un récit. C'est le principe du pompier pyromane. Je crée un problème, ça crée une réaction et j'apporte ma solution. Alors la solution, dans un premier temps, c'est un nouveau récit. Et là, c'est le principe de la conduite du changement. John Kotter, le fondateur de la conduite du changement, qui est donc une méthode de management qui repose entièrement sur le principe du pompier pyromane. Et la première phase, il y a 8 phases dans une conduite du changement. La première phase consiste à créer un sentiment d'urgence dans le groupe cible ou dans l'individu cible. L'urgence n'est pas forcément réelle. Il faut créer un sentiment d'urgence. L'urgence peut être réelle, mais pas forcément. Une fois que vous avez créé ce sentiment d'urgence, que vous avez mis en panique, que vous avez mis en crise le groupe, le sujet cible, eh bien là, donc, vous lui proposez un récit de substitution qui va réorganiser complètement toute sa vision du monde et son comportement. Et tout ça, évidemment, est beaucoup plus facile à faire quand vous avez induit un environnement chaotique. C'est-à-dire que parce qu'il y a une demande, justement, dans le sujet cible, une demande parce qu'il est dans une situation de désarroi, il se demande comment vais-je revenir à la stabilité antérieure. Mais si tout va bien, eh bien, en fait, vous laissez l'autre développer ses propres logiques que vous ne comprendrez pas forcément, parce que ce sont ses logiques, c'est pas forcément les vôtres. Tout ça pour répondre en fait à la question là, justement, que le grand secret justement de l'ingénierie sociale, c'est ça, c'est qu'il est plus facile de prévoir un comportement chaotique entre guillemets, un comportement paniqué en fait. Mais bon, un comportement paniqué vient d'un environnement chaotique. Et un comportement paniqué est plus facile à prévoir parce que en fait, ça ne veut pas dire qu'il y aura un seul comportement. Quelqu'un en panique il y a une marge de manœuvre. Évidemment, il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5 comportements stéréotypés. Mais il y en a moins que quand les gens ne sont pas paniqués. Quand les gens ne sont pas paniqués, on ne sait pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent. Quand les gens, en fait, ont la maîtrise de leurs émotions, là, ils peuvent élaborer des stratégies de long terme qui peuvent, en quelque sorte, pirater mes propres logiques à moi. Vous voyez, c'est comme jouer aux échecs. Après, il y a toutes les théories, la théorie des jeux, le contrôle réflexif, tous ces trucs-là, qui ont travaillé là-dessus, pour modéliser justement tout ce système d'interaction purement mentale qui peut se dramatiser autour d'une partie d'échecs, où en fait, vous êtes dans le calcul des coups de l'adversaire, mais ça peut être sur 30, 40, 100 coups, à la limite. Les grands joueurs d'échecs peuvent anticiper sur plusieurs dizaines de coups. Parce qu'ils ont une vision panoramique. À ce stade, en fait, c'est même plus les fonctions conscientes. C'est-à-dire qu'ils ont une intuition, en fait, du mouvement général de la partie. C'est comme, par exemple, les grands musiciens, là, Mozart et compagnie. En fait, ils ont avant même d'écrire les notes sur les portées, ils ont une intuition globale de ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, ils déploient cette intuition globale en décrivant les notes sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sur les portées.
Et bien de la même manière, en fait, comment dire, les grands joueurs d'échecs ont un fonctionnement cérébral particulier, c'est-à-dire qu'ils ont une intuition générale de la partie. Et ensuite, ils peuvent faire des allers et retours entre la vision d'ensemble intuitive c'est-à-dire la vision stratégique, hein, et puis la vision de court terme, c'est-à-dire les coups, hein, c'est-à-dire les déplacements des pièces sur l'échiquier. Mais ça, en fait, c'est plus difficile à faire. Comment dire ça ? Enfin, quand votre adversaire a la maîtrise de ses émotions, c'est complexe parce que vous avez affaire à un environnement complexe. En revanche, si vous mettez en panique votre adversaire, eh bien, en fait, son champ des possibles, hein, son potentiel d'action va se réduire considérablement à 4 ou 5 comportements typiques de panique. Et là, vous pourrez beaucoup plus facilement gérer le comportement. Et si vous étendez ça en fait à des millions de gens, hein, il est évident, ou des milliards, qu'il est plus facile de gérer des masses paniquées, hein, que des masses, en pleine possession de leurs moyens. Quand les masses ont la pleine possession de leurs moyens, il y a un mécanisme de cerveau collectif qui se met en place. Et ce cerveau collectif, en fait, est capable de calculer son intérêt. Et donc, il est indexé sur l'instinct de conservation de l'espèce humaine. En revanche, quand vous provoquez la panique chez autrui et dans les sociétés de masse, eh bien, c'est le cerveau reptilien qui prend le relais. Et le cerveau reptilien, parfois, est un très mauvais conseil. C'est-à-dire que normalement, justement, c'est l'instinct de conservation, mais du fait que notre cerveau doit fonctionner avec plusieurs parties, quand il n'y a que le cerveau reptilien, en fait, vous êtes capable de sauter par la fenêtre parce qu'on vous a dit que c'était une bonne idée, alors qu'il était peut-être possible de passer encore par l'escalier, la sortie de secours. Enfin, oui. Donc, quand vous êtes en panique, vous faites des conneries, en fait, en réalité. Et c'est le but hein, de l'ingénierie sociale, c'est de pousser autrui à faire des conneries parce que, tout simplement, c'est plus facile à contrôler, en réalité. Alors après, il y a toujours des accidents hein, dans la planification. Hein, quelqu'un qui fait une connerie ou qui en fait finalement sauve sa vie en étant paniqué, ça peut se retourner ensuite contre vous. Et évidemment. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est, je veux dire, aucune technologie, on pourrait dire, parce que l'ingénierie sociale, c'est une technologie comportementale, aucune technologie n'est parfaite. Hein, il y a toujours des erreurs, des plantages. Hein, voilà. Peut-être dernier point avant que nous abordions la conclusion. Pour maintenir en fait la biomasse en état de soumission, comme des légumes, il y a 2 stratégies, il me semble que vous mettez en avant, c'est la propagande, donc Bernays, et puis évidemment avec son arrière-petit-neveu, sauf erreur, ou arrière-petit-petit-neveu de Freud, qui est le cofondateur de Netflix. Mais il y a une autre chose qui est aussi très intéressante, c'est en fait la maternité perpétuelle, ce que vous appelez le cocooning. Donc, est-ce que vous pouvez aussi peut-être développer cette partie du cocooning, de la maternité perpétuelle, pour soumettre les populations? Oui, donc le terme de cocooning apparaît, si je me souviens bien, à la fin des années 80. Et je me souviens, je lisais ça dans les médias, dans le Nouvel Observateur, ou ce genre de médias. C'était pour qualifier en fait un comportement qui finalement aujourd'hui correspondrait en fait à un mode de vie confiné justement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sort plus de chez soi ou à peine, hein, et c'est en quelque sorte une forme dégénérée de la société de consommation, hein, parce que la société de consommation, ça peut être aussi la consommation de voyage, hein, donc là on sort, hein, là on est ou la consommation sportive par exemple, enfin on fait les sports de glisse, tous ces trucs là. Là au moins le bon côté de la chose en fait, c'est que on voit de nouveaux horizons et puis on se développe physiquement. Mais le cocooning, c'est une forme dégénérée de la société de consommation, en fait, qui aboutit à une espèce d'embourgeoisement replié sur lui. Hein, c'est-à-dire, d'où le terme, hein, c'est cocooning, ça vient de cocon. Hein, en français, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, ce serait du coconification, je ne sais pas comment dire. Enfin mais c'est pour ça que ça n'a jamais été traduit en français. Mais c'est une espèce d'enfermement dans un cocon de confort. Hein,
Donc, là, aujourd'hui, là, bon, on nous parle de société sans contact, hein, par exemple, où finalement on sort plus de chez soi pour faire les courses, hein, donc tout sera livré, etc. Et où en fait on peut travailler comment dire, entièrement en télétravail. Hein, voilà, donc en fait, ce mode de vie donc a des conséquences psychologiques, hein, qui sont une sorte de repli sur soi et sur un fantasme de groupe fusionnel. C'est ça en fait le véritable objet finalement du pouvoir quand il fait la promotion de ces modes de vie sans contact, hein, ou dans le cocooning, c'est en quelque sorte d'induire, hein, des dérives sectaires. Hein. C'est-à-dire que bon, l'an dernier, on parlait beaucoup de ça là, en France. Donc les dérives sectaires, hein, donc bon, c'est la Miviludes, hein, l'organisme là gouvernemental qui est chargé de prévenir, hein, l'engagement dans les sectes, hein, pour en fait surveiller les sectes. En fait, alors un phénomène classique de la dérive sectaire, enfin c'est en fait la recherche d'un groupe fusionnel, c'est-à-dire un groupe d'amis, hein, c'est en fait une nouvelle famille, quoi, en fait. C'est un endroit où on serait en paix et en harmonie, hein, avec les autres. Et ça, en fait, c'est un vieux souvenir, hein, enfin c'est un souvenir vieux, c'est un souvenir, hein, de l'état justement en fait de paix et d'harmonie que l'enfant connaît dans le giron maternel, hein, où il est satisfait immédiatement sur le plan affectif et physique. Et donc je parle de ça, enfin, c'est-à-dire que le cocooning, la société sans contact, hein, tout ça en fait, ce sont des modes de vie qui visent à donc nous faire désirer la quête du groupe fusionnel, qui en fait normalement est l'apanage, hein, est une caractéristique des dérives sectaires. Donc en réalité, le pouvoir soutient d'un côté ce qu'il dénonce de l'autre. Hein, le pouvoir essaie de nous arracher aux sectes, hein, pour notre bien, parce que bon, voilà, c'est un enfermement totalitaire, c'est de la dépendance psychologique. Mais par ailleurs, il essaie de nous rendre psychologiquement dépendants, hein, aussi de la technologie, hein, qui doit nous permettre de ne plus avoir besoin de sortir de chez nous. Hein, où c'est le principe des smart cities, des villes intelligentes, la ville 15 minutes, hein, c'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin d'aller à pied au-delà de 15 minutes de marche à pied pour avoir tout ce dont nous avons besoin. Bon, ça peut avoir des avantages en fait, enfin, en termes de confort de vie, hein, ça je conteste pas. Mais bon, fondamentalement, il faut quand même être conscient que notre génétique est faite aussi pour nous déplacer au-delà, hein, de 15 minutes de marche à pied. Alors, on n'est pas fait pour se limiter à un territoire de 15 minutes. Il y a des espèces vivantes, hein, je veux dire, qui sont génétiquement déterminées pour en fait avoir un territoire, hein, dont la circonférence fera 15 minutes de marche à pied, mais pas les humains. On n'est pas fait pour ça. C'est là où il faut être un peu archéofuturiste. Oui, effectivement, nous sommes faits pour la découverte du monde. On est conçu génétiquement pour en fait voyager sans limite, en quelque sorte. Voilà, donc là c'est le côté futuriste. Après, faut pas perdre de vue que malgré tout notre génétique aussi nous enracine. Donc faut réussir à associer les deux, hein, l'enracinement et on pourrait dire la découverte des nouveaux horizons, c'est-à-dire en fait l'introversion et l'extraversion. C'est toujours bon la quête du juste milieu, quoi. Voilà. Donc là j'enfonce des portes ouvertes, hein. Désolé, mais bon, on en revient toujours au principe élémentaire, hein, je dirais d'équilibre, hein, et de sagesse, quoi. Bon, et donc voilà, donc on est sur ces questions-là, mais justement le pouvoir essaye de nous finalement de nous rendre entièrement introvertis. C'est-à-dire que là, c'est des notions là, inventées par Jung, hein, mais qui ont été reprises et qui sont maintenant dans le langage commun, hein, et introversion, extraversion. Donc, le pouvoir aimerait bien qu'on arrête d'être extraverti, finalement. Hein, ça l'arrangerait, parce que finalement, on arrêterait d'être curieux, hein, et puis d'essayer de comprendre dans quel monde on vit. Donc, le pouvoir essaie toujours de déployer, de développer l'ignorance dans la population. Et donc, hein, le problème, c'est que justement, l'extraversion surmonte l'ignorance. Hein. L'extraversion, c'est aussi la curiosité, hein, qui fait partie aussi de notre condition humaine. Donc, l'envie de comprendre comment fonctionne le monde, donc comment fonctionne le pouvoir. Et ça, le pouvoir, ça ne lui plaît pas du tout. Donc, il essaye de nous rendre introvertis et de nous faire miroiter
un objectif qui est le groupe fusionnel. Et donc, c'est-à-dire en réalité, ce groupe fusionnel repose sur un fantasme d'harmonie et de satisfaction totale. Donc, qui est justement un souvenir du giron maternel utérin, mais aussi post-utérin. C'est-à-dire que dans les premiers mois de sa vie, le bébé, en fait, est encore plus ou moins fusionné avec le corps maternel. Enfin, en tout cas, il a besoin du corps maternel pour survivre. Et donc, il y a encore, donc, il commence à gérer son détachement du corps maternel semi-consciemment dans les premiers mois de sa vie. Et puis, bon, un jour, c'est le père qui doit signifier au niveau conscient que bon, l'enfant doit maintenant quitter le corps maternel, qu'il doit faire le deuil de la fusion avec le corps maternel. De la même manière, normalement, il faut faire le deuil des groupes fusionnels, c'est-à-dire de cet idéal de vie entièrement harmonieuse, qui anime beaucoup de gens. Régulièrement, on tombe sur des gens qui, en fait, ont un rêve, finalement, de vie entièrement pacifiée. Non, 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 il y aura toujours des rapports de force, il y aura toujours des problèmes. Donc, il faut faire le deuil de ce rêve un peu utopiste de vie entièrement pacifiée, de mener une vie entièrement pacifiée, qui anime des oligarques comme Klaus Schwab, qui aimerait bien en finir avec les problèmes, et d'où la grande réinitialisation, mais qui anime aussi des braves gens du quotidien, c'est-à-dire en fait des gens qui rêvent de s'installer en autonomie à la campagne, mais qui sont animés par un fantasme en fait, justement un fantasme qui parfois est légitime aussi, parce que moi je comprends tout à fait les gens qui n'en peuvent plus des grandes villes. Enfin, moi je vais dans l'agglomération parisienne, bon, faut avouer que ça manque de verdure, quoi. Voilà. Ça c'est aussi un point. Enfin, désolé de revenir là-dessus, mais tout est extrêmement lié. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. C'est le social learning qui est en fait la rééducation de masse, qui vise à deux choses. L'un économique, donc couper les groupes humains de leur autonomie alimentaire pour les rendre totalement dépendants des fournisseurs industriels et de semenciers, donc Monsanto et compagnie. Et puis l'autre, politique, faciliter la surveillance, plus aisée en milieu urbain qu'à la campagne. Oui, oui, bah c'est sûr que effectivement, quelque part, il y a une cohérence donc de toutes les branches du mondialisme. Donc, mais bon, il y a aussi beaucoup d'incohérences en fait. Mais bon, mais c'est vrai que bon, on peut avoir l'impression que les choses finalement sont planifiées à l'avance. Donc ça, c'est ce que certains appellent la théorie du complot. C'est-à-dire que tout est planifié et ça se déroule, etc. En fait, c'est même pas ça. C'est qu'il y a de fait une cohérence des modes de vie industriels, du mode de vie industriel, comme il y avait une cohérence du mode de vie pré-industriel. Et puis, comme il y a toujours en fait une relative cohérence comment dire ça, des transformations sociologiques et des transformations socio-économiques. Enfin, tout ça, bon, effectivement, donc c'est vrai que en fait, là, la cohérence finalement du capitalisme dans toutes ces dimensions, donc le capitalisme qui apparaît vraiment, je dirais, de manière contraignante au XIXe siècle, mais bon, les bases intellectuelles sont posées au XVIIIe siècle. Mais ce qui détermine si on pouvait résumer d'un seul mot la cohérence interne de toutes les branches du capitalisme, c'est, à mon avis, le concept ou l'idée d'artificialisation, voilà, qui permet en fait de déraciner finalement la nature, enfin qui permet de déraciner les êtres de leurs origines naturelles. Et qui permet aussi donc de facturer ce qui normalement est gratuit. Ça, c'est le grand l'objectif fondamental du capitalisme, c'est d'en finir avec la nature. Pourquoi ? Parce que donc la nature est gratuite. Et de fait, bon, le capitalisme par nature aussi, c'est quelque chose qui doit être, enfin, c'est que tout doit devenir payant. Et il y a aussi l'idée que la nature est décentralisée et que donc il faut en finir avec cette décentralisation parce que justement c'est ça c'est la dimension, on pourrait dire, libérale de la nature, la décentralisation, donc la compétition aussi. Mais justement le capitalisme en fait en réalité n'est pas du tout libéral.
Ça, il y a tout un tas comme ça de paradoxes qu'il faut comprendre. C'est que en réalité, le capitalisme rejoint totalement tous les projets, on pourrait dire d'économie planifiée, mais aussi de vie planifiée. C'est-à-dire que le capitalisme a pour objectif d'en finir avec la concurrence. Hein, et donc, son objectif n'est absolument pas d'entretenir la concurrence. Donc, le capitalisme est intrinsèquement antilibéral. Et justement, la nature, c'est la libre concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, du fait que c'est décentralisé et que chaque être vivant a en lui-même, chaque individu a en lui-même son propre programme de développement, qu'il modifie en interaction avec son environnement, puisque nous avons tous notre ADN, nous avons tous notre propre programme de développement génétique que nous adaptons à l'environnement. Donc là, il y a une forme de sagesse pragmatique de la nature, mais qui ne plaît pas du tout au capitalisme, dont justement l'expression à l'état chimiquement pur est le transhumanisme, qui veut justement en finir avec ce développement décentralisé de la nature en contact, en interaction avec l'environnement, pour que que le développement de la nature soit centralisé. C'est-à-dire qu'en fait, que les êtres vivants ne se développent pas chacun dans leur coin, mais qu'ils soient tous déployés depuis un laboratoire, si je résume, et qu'ils soient tous déployés depuis en fait un centre de production, depuis une usine en quelque sorte. Et donc l'idée est de standardiser la nature, c'est-à-dire de l'industrialiser, d'industrialiser le développement de la nature depuis donc des usines, depuis des unités de production. Et en fait, on trouve cette vision des choses, c'est-à-dire la production sérielle, la production en série, depuis des centres de production centralisés et depuis une conception unifiée. On trouve ça dans tous les registres du capitalisme, y compris dans le consulting. J'avais discuté avec quelqu'un qui faisait qui faisait du management, en fait, qui faisait de la conduite du changement. Et il nous avait dit en conférence, moi je travaille à industrialiser la compétence relationnelle. Bon, c'est atroce en fait quand on y pense. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de dégoûtant là-dedans. Mais ça traduit bien le projet du management de haut niveau, c'est-à-dire les cabinets de conseil, la McKinsey, etc., qui font finalement de la gestion managériale au niveau mondial. C'est-à-dire que pour eux, leur cible, c'est pas une entreprise, c'est le monde, c'est la World Company, quoi, en quelque sorte. Et donc, ils appliquent en fait les méthodes de conduite du changement, de management, etc., au monde entier. Et leur objectif, c'est d'industrialiser la compétence relationnelle, c'est-à-dire de détruire le lien social dans sa dimension organique, naturelle, pour remplacer le lien social traditionnel, en quelque sorte, par un lien social retravaillé. Donc là, on est vraiment dans l'ingénierie sociale, vraiment là, au sens littéral du terme. On fait de la démolition contrôlée. On démolit le lien social tel qu'il est apparu au fil des siècles dans les sociétés traditionnelles. On va le démolir, on va le réinitialiser, on va le reformuler, le reconstruire selon un nouveau plan. Et donc, on reconstruit en fait les modes de communication entre humains. Le LGBT, c'est ça. En fait, on ne peut plus communiquer normalement avec quelqu'un qui est dans le LGBT. C'est-à-dire que les modes de communication fondés sur l'hétérosexualité, relire Freud, les modes de communication, enfin les modes de développement psychique sont fondés sur l'hétérosexualité. Enfin, Freud l'a dit, mais je veux dire, en réalité, c'est juste l'observation de la nature. Bon, eh bien, aujourd'hui, ces modes-là, en fait, et j'en parle un peu dans le bouquin là vers la fin, sont attaqués pour essayer de mettre sur pied de nouveaux modes d'organisation de la société, donc un nouveau lien social qui ne serait plus fondé sur l'hétérosexualité. Donc c'est une révolution en fait, mais une révolution qui passe par une artificialisation, puisque un lien social non hétérosexuel, mais par exemple homosexuel ou transsexuel, ne peut pas arriver naturellement. C'est pas possible, puisque en fait ce sont des sexualités stériles. Donc ça ne peut pas arriver par le biais de la nature. Donc ce sont en fait des nouveaux modes de lien social
qui ne peuvent arriver que par la culture, en quelque sorte, c'est-à-dire par une artificialisation ou un encadrement de la nature, voire un meurtre de la nature, en l'occurrence. Là, c'est quand la culture, en fait, finalement, après avoir imité la nature, parce qu'au départ, la culture est toujours biomimétique, mais après avoir imité la culture, en fait, encadre la nature, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le jardin versaillais, voilà, où la nature est bien encadrée dans des formes géométriques. Et dans un troisième temps, la culture commence à tuer la nature, c'est à vouloir la liquider physiquement, parce qu'elle estime qu'elle n'en a plus besoin. Donc en fait, toutes les théories transhumanistes sont des objets culturels, je veux dire, ça n'existe pas dans la nature, sont donc des artefacts mentaux, des constructions mentales théoriques, qui aujourd'hui envisagent sérieusement de quitter de tuer leurs origines, en fait, de tuer le monde naturel d'où elles viennent. C'est en fait de s'en séparer physiquement, définitivement. Et donc, on en est là aujourd'hui, et donc on est dans ce mécanisme d'artificialisation, qui, en fait, d'artificialisation du vivant, qui s'est traduit notamment par l'exode rural, c'est-à-dire par la promotion d'un mode de vie urbain, qui est évidemment plus dans l'artificialisation, enfin plus dans l'éloignement de la nature, par définition. Je veux dire, c'est le rat des villes et le rat des champs. Le rat des villes est plus loin des champs que le rat des champs, par définition. Voilà. Et ce mode de vie urbain présente tout un tas d'avantages à cause justement des mécanismes d'artificialisation qui permettent effectivement de prendre le contrôle du vivant, le biopouvoir, mais jusque dans son intimité la plus profonde. Et ça va jusqu'à l'ingénierie génétique. Donc là, voilà, donc effectivement, il y a une cohérence dans tout ça, mais qui n'est pas liée forcément à un projet conscient. En fait, c'est juste que, bon, en gros, voilà, l'état de la science est celui-là. C'est-à-dire que la science permet de transformer la nature humaine, d'envisager de transformer la nature humaine et la nature en général. Donc, le principe de base de la science, c'est que tout ce qui est faisable sera fait. La science, c'est vraiment la démesure, c'est l'hubris. D'où la nécessité de réfléchir sur des moratoires, etc. Donc, on a vu récemment Elon Musk et puis d'autres qui ont dit il faut un moratoire sur l'intelligence artificielle. Enfin, ça arrive justement, ça devient en quelque sorte un objet pour l'opinion publique. Donc c'est bien, voilà, c'est le début. Ça ne veut pas dire que ce sera que ce sera appliqué en fait, mais au moins on en parle. Au moins on en parle. Et la prochaine étape, c'est un moratoire sur le transhumanisme, un moratoire sur blablabla, enfin en tout cas sur les dangers de la technoscience. Sans jamais oublier que nous sommes des êtres culturels par nature, les humains. C'est-à-dire qu'on est dans l'artifice de toute façon. C'est-à-dire par rapport à un ver de terre. Je suis plus un être. Moi, en tant qu'être humain, je suis plus dans l'artifice qu'un ver de terre. C'est évident, tout le monde le comprend intuitivement. Et il faut assumer cette nature un peu artificielle de notre espèce, mais en réussissant à contrôler les aspects négatifs. Pour ça, bon, le concept là d'archéofuturisme de Guillaume Fay est bien trouvé. Et Alexandre Dugin qui l'a reformulé, qui propose l'archéomodernisme. Bon, c'est peut-être mieux en fait, parce que bon, le mot futurisme en fait a une connotation peut-être un peu trop politisée, par rapport au courant italien là, en fait, tous les trucs là, des années 20. Bon, archéomodernisme, c'est peut-être plus neutre, mais ça permet en tout cas d'essayer d'associer, de faire cette conjonction des opposés là, entre le passé, donc l'archaïsme, donc l'enracinement, l'identité, et le modernisme, c'est-à-dire l'avenir, le futur et la technique, pour essayer justement de conjoindre les deux, de réussir en fait à ne pas renoncer à notre curiosité épistémologique, notre curiosité scientifique, qui est vraiment la marque de fabrique de notre espèce, mais sans déformer justement la nature de notre espèce. En conclusion, justement, le dernier chapitre de votre essai, c'est l'appel à la résistance. Donc, peut-être comme solution, quelle pourrait être l'alliance idéale? Une alliance anti-Great Reset, c'est ça? Oui, c'est-à-dire une alliance
comment dire, au cœur des institutions, parce que c'est ce que je dis à la fin. Hein, je comprends les gens qui quittent la ville, hein, parce qu'ils n'en peuvent plus, physiquement, psychologiquement. Le problème, c'est que le pouvoir est en ville. Bon, donc si on veut avoir du pouvoir, si on veut jouer à armes égales, hein, face justement à la grande réinitialisation, il faut être en ville, en quelque sorte. Alors après, évidemment, il y a comment dire ça, des techniques, des technologies, là, bon, comme celles qu'on utilise en ce moment, qui permettent d'avoir une influence en ville depuis la campagne. Je ne sais pas où vous habitez, mais si ça se trouve, vous êtes dans un hameau de 30 personnes. Voilà. Et donc, bon, alors que moi, je suis à Paris, quoi. Donc, mais vous pouvez avoir un impact sur la ville depuis la campagne. Bon, mais encore une fois, c'est grâce à la technique, hein, faut pas l'oublier. Et donc, il y a tout un tas comme ça de problématiques existentielles. Là, c'est en fait où vais-je déménager en gros. Hein, c'est est-ce que je reste en ville ou où je vais à la campagne parce que les conditions de vie sont meilleures. Bon, mais il faut jamais oublier que malgré tout, bon, le pouvoir, il est dans les. En fait, le pouvoir ne s'exerce. Le pouvoir sur soi-même, oui, effectivement, s'exerce plus facilement à la campagne parce qu'on est livré à soi-même, hein, évidemment, plus qu'en ville. Mais le pouvoir au sens général du terme, hein, il vient de la bureaucratie, il vient de la technocratie, et ça, c'est un phénomène typiquement urbain. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, il faut rester au contact de la bureaucratie, de l'administration, de l'État, et aussi du grand capital. Et donc il faut infiltrer, hein, tous ces domaines, hein, c'est-à-dire le grand capital, il faut l'infiltrer, l'État, il faut l'infiltrer, et puis donc la bureaucratie, la technocratie dans ces diverses formes tentaculaires, pour justement faire jeu égal. Hein. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est que en fait, il ne faut pas se tromper sur le champ de bataille. Donc je comprends tout à fait que l'on quitte, que l'on méprise le pouvoir. Ça, je rencontre des dizaines de gens, hein, qui méprisent le pouvoir et qui, pour cette raison, décident de bouder, hein, par exemple le système électoral ou tous ces trucs-là, enfin, qui permettent en fait d'essayer de compenser, hein, de soutenir un rapport de force, mais ou qui décident qui estiment que faire carrière dans le système, c'est méprisable. Bon, bah, le problème, c'est que là, vous vous désarmez vous-même. Hein, si vous décidez finalement de bouder le pouvoir et de sortir du système parce que le système est méprisable, de toute façon, vous n'en sortez pas en réalité, parce qu'un jour ou l'autre, vous serez encerclé. Hein, là, je mentionne l'affaire de Tarnac dans le livre. Dans les éditions précédentes, il y avait beaucoup plus de pages, hein, qui lui étaient consacrées. Là, j'ai un peu résumé parce que du fait que l'affaire est réglée, hein, sur le plan pénal, et puis donc il n'y a plus d'actualité. Donc j'ai quand même conservé le passage là sur la manifestation parce que bon, ça m'a servi d'école. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, bon, justement, c'était un peu les milieux d'ultra-gauche que je côtoyais, que je fréquentais à une époque, qui en fait ont décidé donc de passer à l'action, c'est-à-dire d'acheter un bâtiment, un corps de ferme, dans un village de 300 personnes en Corrèze, parce que c'était un groupe de gens en fait qui n'en pouvaient plus de la ville et qui en fait, hein, donc a décidé d'échapper, hein, au mode de vie un peu concentrationnaire qu'on a dans les villes. Le problème, c'est que un matin, l'antiterrorisme les a encerclés, a défoncé leurs portes, et 3 heures plus tard, ils étaient à la préfecture de police, pieds et poings liés, quoi. Donc, on n'échappe jamais à Big Brother. Il faut comprendre ça. On n'y échappe jamais. Donc, de deux choses l'une, soit Big Brother nous regarde, soit nous le regardons. Hein, c'est-à-dire, soit on est en dessous de lui, et donc il nous regarde, soit on est au-dessus de lui. Et là, on le regarde et on le contrôle. Ou alors, on est au moins au même niveau. Mais bon, Big Brother, c'est ce que Thomas Hobbes, philosophe donc du XVIIIe siècle, appelait le Léviathan, hein, dans une formule imagée, c'est-à-dire l'État. Enfin, l'État, à l'époque, bon, le grand capital n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, le capitalisme a des structures qui peuvent rivaliser avec l'État. Hein, ce que disait Elon Musk, là, on lui a demandé s'il avait envie de se présenter aux élections présidentielles. Il a dit, mais en fait, j'en ai pas besoin, je suis déjà plus puissant que le président des États-Unis. Et c'est pas faux. Bon, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais bon, en même temps, de fait, il y a des fortunes privées qui sont plus puissantes que certains États. Ça, c'est certain.
Voilà, donc on a affaire en fait à des bureaucraties, parce que bon, le grand capital obéit lui aussi à une bureaucratie, et à une technocratie. Donc pour moi, le champ de bataille il est là. Alors certes, il y avait un mouvement là quand je faisais du jardinage en permaculture qui s'appelait la guérilla verte. C'est très sympathique, mais c'est totalement impuissant, c'est insignifiant. Parce que le jour où Monsanto n'existe plus, mais le jour où les producteurs d'OGM en auront marre, définitivement marre du bio, enfin c'est-à-dire de la nature en fait, parce que le bio c'est rien, en fait, c'est juste des aliments normaux, eh bien ils mettront en place des campagnes de dénigrement de l'alimentation naturelle, enfin donc des campagnes pour retourner l'opinion publique, toujours au nom du risque. Et d'ailleurs, on a vu ça, c'était il y a une quinzaine d'années, en fait. Ils ont tenté, je veux dire, on a vu apparaître des articles dans les médias de masse qui disaient attention, l'alimentation bio, en fait, n'est pas sécurisée. Donc, manger des OGM, parce que là, au moins, c'est sécurisé, parce que ça sort dans le laboratoire, c'est scientifique. Voilà. Et ils ont essayé, en fait, oui, c'était une quinzaine d'années. Ça n'a pas pris à l'époque, mais bon, en fait, peu importe, on revient 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, et puis bon, ils vont réessayer, c'est évident. Et là, avec tout le travail, justement, de fabrique du consentement sur le long terme, un jour, je suis sûr et certain que des gens vont nous dire spontanément, oui, mais non, en fait, les OGM, c'est meilleur pour la santé que une patate cultivée dans un champ normal, quoi. Enfin, donc c'est parce que justement la patate, il y a un risque de je sais pas quoi, de maladie ou quelque chose qui n'aura pas été justement contrôlé scientifiquement, rationnellement. Donc c'est toujours cette dialectique entre la nature, en quelque sorte l'espèce d'inconscient naturel qui anime le monde, et puis la prise de conscience, c'est-à-dire l'arraisonnement par l'esprit conscient, par la raison, et par la science et par cette espèce de quadrillage. En France, à une époque, il y avait un projet là, de découpage départemental en damier. On voit bien aussi, par exemple, mais c'était en fait. Pierre Hillard, on parle. Oui, voilà, ouais. Mais ça remonte à l'Ancien Régime, c'est pas un projet de la Révolution française. Pourtant, alors c'est typique de la mentalité de la Révolution française, c'est-à-dire de l'esprit rationaliste des révolutionnaires. Mais en réalité, ça remonte avant. Mais pourquoi ? Parce que c'est typique de l'esprit de géométrie, en réalité. L'esprit de géométrie, il est universel. En fait, je veux dire, Pythagore, déjà, décrivait la nature avec des chiffres. On retrouve ça aussi donc dans le judaïsme et dans l'islam, puisque par exemple les lettres de l'alphabet hébreu et de l'alphabet arabe ont des valeurs numériques, etc. Et ça donne naissance en fait à des conceptions kabbalistiques, à des conceptions, à la guématrie, c'est-à-dire la science des nombres, qui est une sorte de magie. Voilà, donc tout ça en fait c'est présent depuis toujours en réalité, quasiment. C'est-à-dire de remplacer la vision qualitative des choses par une vision quantitative. C'est l'enjeu, en fait. C'est l'enjeu, justement, de la quatrième révolution industrielle de Klaus Schwab. C'est l'enjeu du transhumanisme. C'est ce que dénonçait Heidegger avec le Gestell. Enfin bon, c'est de passer du qualitatif au quantitatif. C'est ce que dénonçait René Guénon dans son fameux livre, le règne de la quantité. Bon, tout ça est très simple en réalité, mais il faut voir en fait ensuite comment ça se traduit au quotidien. Et le problème, c'est que même quand on critique cette nouvelle société à venir, issue de l'utopie rationnelle, rationaliste, parfois, on est débordé on n'est pas forcément attentif sur la manière en fait dont ça va se traduire. Il y a plein de gens très critiques de la société qui acceptent, par exemple, le paiement sans contact. Par exemple, les codes QR ou la disparition des titres de transport, ou la disparition de l'argent liquide, par exemple, ce truc-là. Donc tout ça, en fait, entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire en fait entre la critique théorique et la critique pratique, il y a parfois plusieurs années. Mais justement, quand l'application pratique devient physiquement insupportable, là, il y a des mouvements de l'opinion publique. Et là, c'est en cours, là, par contre. En France, je vois, il y a en fait une sorte de mouvement technophobe qui commence à émerger,
hein, dans l'opinion publique française. Et chez des gens qui, en fait, n'ont aucune réflexion épistémologique. Hein. Je vois, c'est des collègues qui sont pas du tout formés à ces questions-là, mais simplement la technophilie ambiante, hein, c'est-à-dire l'encadrement, hein, par la dictature numérique de nos vies, commence à devenir suffocant. Et surtout, le problème, c'est les dysfonctionnements à répétition de cette dictature informatique. Parce que, bon, on pourrait se dire, ouais, même c'est le sens de l'histoire. Hein, voilà, si ça marchait, quelque part, hein, bon, on pourrait se dire, voilà, bon, bah, un encadrement du vivant par le non-vivant, par le numérique, hein, c'est le sens de l'histoire. C'est comme je disais, en fait, il y a une espèce de progression, en quelque sorte, vers le quantitatif, enfin, vers le quantifiable. Bon, voilà, si ça marchait. Mais la preuve que c'est pas le sens de l'histoire, c'est qu'il y a de plus en plus de dysfonctionnements. Ça peut pas être le sens de l'histoire si ça dysfonctionne. On est d'accord. Le sens de l'histoire, normalement, bon, justement, ça avance de manière lubrifiée. Y a pas comment dire ça, il y a pas autant de dysfonctionnements. C'est pas aussi chaotique. Mais là, bon, je veux dire, tout ce qui est informatique, tout ce qui est télématique, etc., ça commence en fait à dysfonctionner de plus en plus à cause d'un excès de sophistication d'ailleurs. Et puis ça affecte notamment aussi bon, bah, les forces de l'OTAN. Hein. L'avion américain, là, le F-35, c'est une grosse merde. Ça marche pas parce qu'il est trop compliqué. Par exemple, là, on a vu aussi sur le champ de bataille là, des Ukrainiens qui laissaient leur véhicule à l'abandon, mais sans avoir été bombardés par les Russes. Hein, Non, il y a des soldats ukrainiens qui ont abandonné leur véhicule sur place. Ensuite, bon, il s'est avéré que c'est parce que les véhicules en question étaient trop sensibles, enfin trop complexes, et qu'ils étaient en quelque sorte inutilisables quasiment dans un environnement justement chaotique, hein, qui est celui du champ de bataille. Donc, pourtant, c'était des véhicules de combat, hein, mais voilà. Bon, donc on voit que ça, c'est qu'à partir d'un certain seuil, la technologie finalement se retourne contre elle-même, hein, et commence en fait à saboter, hein, à s'aborder à saper en fait ses propres fondements. Hein. Moi, comment dire, aujourd'hui, je trouve que l'informatique en général marche de moins en moins bien. Il y a eu un âge d'or de l'informatique dans les années 90-2000, où en fait, il y avait quasiment jamais aucun problème, hein, avec les applications, avec les moteurs de recherche, avec les systèmes d'exploitation. En fait, c'était fluide, hein, c'était ergonomique, c'était user-friendly, hein, comme on dit sur justement les recherches en ergonomie cognitive, tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment fait pour l'humain. Bon, aujourd'hui, en fait, que je sois au boulot, que je sois dans la maison, j'ai vraiment l'impression que l'informatique dysfonctionne de plus en plus et qu'elle est de moins en moins user-friendly, qu'elle est de plus en plus indifférente, en réalité, au mode de fonctionnement de l'humain, enfin, au mode de fonctionnement intellectuel, et que c'est à nous de nous adapter, en réalité, maintenant au système d'exploitation et au programme, aux applications. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que il va y avoir une rébellion de l'humain, parce que tout simplement, en fait, ce monde n'est plus fait pour nous. Je veux dire, une dictature informatique adaptée, ergonomique en quelque sorte, passerait plus facilement. Mais là, bon, là, il y a un problème, il y a un vrai problème justement de conception de la dictature en quelque sorte. C'est aussi parce que le niveau baisse, hein, y compris chez les informaticiens. Donc voilà, voilà. Oui, tout à fait. Bon, c'est la contre-productivité de Illich aussi. Hein. Mais... Oui, par exemple, oui. Merci beaucoup, cher Lucien Cerise, d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez trouver dans la description les ouvrages que nous avons cités et mentionnés. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. À bientôt.